Bienvenue sur Que devient l'Afrique, un espace d'analyse où les faits sont examinés avec méthode et recul. Dans cette séquence, nous revenons sur un événement aéronautique survenu dans l'espace sahélien, en le replaçant dans son cadre institutionnel et régional. L'intervention de Franklin Nyamsi propose une lecture structurée des mécanismes de coordination aérienne, du rôle des États concernés et des enjeux de souveraineté et de coopération. Une approche explicative et rigoureuse pour mieux comprendre les dynamiques actuelles en Afrique de l'Ouest. Ce n'est pas parce que l'avion militaire nigérien était en détresse qu'il a atterri. Youssouf Tougar ment. Ce sont les unités de la défense aérienne de l'AES, aidées par le progrès technologique de ses alliés, la Fédération de Russie notamment, la maîtrise de la technique des radars, c'est la contrainte militaire aérienne des forces de l'armée de l'air du Burkina Faso, des forces de l'armée de l'air du Mali et du Niger. C'est l'armée de l'air confédérale qui a forcé, je dis bien forcé, l'avion nigérien à atterrir. Il n'a pas atterri à Bobo Dioulasso parce qu'il était en détresse. Il a été forcé d'atterrir par la défense aérienne burkinabé, la défense aérienne de l'AES. Donc, Youssouf Tougar prétend que les pilotes nigériens ont été forcés d'atterrir au Burkina parce que leur avion avait un problème technique. Qu'ils ont été forcés de violer l'espace aérien du Burkina parce que leur avion avait un problème technique. C'est faux. C'est l'armée de l'air burkinabé, c'est l'armée de l'air de l'AES qui a forcé l'avion nigérien à se poser en utilisant à la fois la technique de l'encerclement aérien par des aéronefs de guerre concurrents et la technique du brouillage radar. C'est sous l'effet de l'action de la défense aérienne burkinabé et confédérale aécienne que l'avion nigérien a atterri. C'est-à-dire que s'il n'avait pas été forcé par l'armée de l'air du Burkina, s'il n'avait pas été forcé par l'armée de l'air de l'AES à atterrir, l'avion militaire nigérien aurait poursuivi la mission pour laquelle il a été envoyé. Donc, factuellement, Youssouf Tougar est un affreux menteur. C'est intolérable qu'on mente de cette façon. Ils ont délibérément violé l'espace aérien burkinabé, l'espace aérien de l'AES, dans le cadre d'une mission, à tout le moins d'une mission de reconnaissance, ayant pour but de préparer l'éventualité d'une campagne de bombardement agressif contre l'AES. C'est dans ce cadre que cet avion a été arrêté. Si l'avion n'avait pas été arrêté, le Nigeria n'aurait jamais présenté des excuses. Il aurait survolé l'espace aérien, burkinabé, l'espace aérien sahélien, impunément, comme le faisaient les avions militaires français. Quand le Mali se plaignait, le Burkina se plaignait, le Niger se plaignait de survol anarchique, de survol autoritaire de leur espace aérien par les aéronefs militaires français. Les autorités françaises se sont permises de rembarrer, de renvoyer littéralement au calendrier grec les plaintes maliennes, en prétendant qu'elles n'avaient rien fait au motif qu'on ne les a pas arrêtés. Tant que les avions occidentaux pouvaient circuler par la force dans l'espace aérien de l'AES, que ce soit celui du Mali, du Burkina Faso, du Niger, ces avions le faisaient sans autorisation et en sachant que rien ne pouvait leur arriver. Et c'est ce que le Nigeria a voulu faire. Il a délibérément violé l'espace aérien de l'AES et l'objectif était précisément de tester la capacité de l'AES à contraindre un aéronef de guerre, un aéronef militaire ou même civil à se poser. C'est un test de la défense aérienne. Et ce test a été conçu par les néocolonialistes français, les impérialistes occidentaux qui sont les parrains de l'armée du Nigeria. Il s'agit d'un test tactique, d'un survol tactique, ayant pour but d'obtenir par l'action précisément de l'AES la preuve des capacités de défense. Il s'agit d'une tentative ayant pour but d'évaluer les capacités défensives aériennes réelles, l'évolution technologique réelle de l'AES. C'est ce test qu'ils ont été envoyés faire. Et maintenant, je vais donner une quatrième raison. Et une cinquième raison. Vous savez, ils s'excusent parce qu'ils ont été arrêtés. S'ils n'avaient pas été arrêtés, ils ne s'excuseraient pas. Un peu comme les néocolonialistes français ne s'excusaient jamais parce qu'on ne parvenait pas à les arrêter. Ils circulaient
à U et à Dia dans le ciel malien, dans le ciel nigérien, dans le ciel burkinabé. Quand les autorités des pays de l'AES se plaignaient, ils les envoyaient paître. Allez vous faire foutre. Pourquoi? Parce qu'ils étaient convaincus que la défense aérienne du Mali, du Burkina Faso et du Niger ne pourrait rien leur faire. Ils ont donc testé l'AES et ils se rendent compte que l'AES est mûre pour le combat aérien, que l'AES est prête à affronter, s'il le faut, l'armée nigériane et n'importe quelle armée agressive. L'AES est prête à l'affronter en combat aérien. C'est le but, c'est ce qu'ils voulaient vérifier. Ils voulaient tester les capacités défensives aériennes. Bon. Mais on va passer à la raison suivante. Moi, je ne crois pas aux excuses de Youssouf Tougar, d'abord, qui est très connu pour être un roublard. Il n'y a qu'à étudier le rôle de ce ministre des Affaires étrangères dans la dégringolade des relations entre le Niger et le Nigeria. C'est l'un des plus grands escrocs de la diplomatie africaine qu'on ait jamais connu, ce Youssouf Tougar. Personne ne peut lui donner le bon Dieu sans confession. Il est connu pour être un redoutable roublard, un individu sans foi ni loi, Youssouf Tougar. Allez voir toutes les déclarations que le président de la République du Niger, son excellence le général d'armée Abdourahmane Tiani, a faites dans le passé sur ce Youssouf Tougar. Youssouf Tougar, là, c'est un valet du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental. Lui en particulier, vraiment, c'est l'un des Nigérians les plus aplatis qui puissent être. L'analyse proposée par Franklin Nyamsi s'inscrit dans une démarche pédagogique visant à éclairer les mécanismes contemporains de gestion de l'espace aérien en Afrique de l'Ouest, dans un contexte régional marqué par des recompositions institutionnelles et sécuritaires. À travers l'évocation d'un événement aéronautique impliquant un appareil militaire nigérian et l'espace sahélien, il invite à dépasser la lecture factuelle immédiate pour interroger les dynamiques plus larges de souveraineté, de coopération régionale et d'évolution technologique. Dès l'entame de sa réflexion, l'accent est mis sur l'importance des cadres institutionnels qui régissent la circulation aérienne dans les espaces souverains. L'espace aérien constitue, au même titre que le territoire terrestre et maritime, un attribut fondamental de la souveraineté des États. Sa gestion repose sur des règles précises, issues à la fois du droit international, des accords régionaux et des dispositifs nationaux de contrôle. Dans le contexte sahélien, ces règles ont connu des adaptations récentes, en lien avec la création de nouvelles structures de coordination et de mutualisation des capacités. L'Alliance des États du Sahel, AES, apparaît dans cette analyse comme un cadre institutionnel en construction, cherchant à harmoniser les politiques de défense et de surveillance aérienne de ses États membres. Selon Franklin Nyamsi, cette dynamique s'inscrit dans une volonté de rationalisation des moyens et de montée en compétences collectives. Les dispositifs de détection, de suivi et de communication aérienne ont connu des améliorations notables, portées par des investissements technologiques et des partenariats stratégiques diversifiés. Ces évolutions traduisent une tendance plus large observée sur le continent africain, où plusieurs États cherchent à renforcer leur autonomie opérationnelle dans des secteurs jugés stratégiques. L'événement aéronautique évoqué est ainsi replacé dans ce cadre plus large. Il ne s'agit pas seulement d'un incident isolé, mais d'un révélateur des interactions complexes entre États voisins, des procédures de gestion de l'espace aérien et des capacités effectives de coordination régionale. Franklin Nyamsi souligne que, dans de telles situations, les décisions opérationnelles sont généralement prises selon des protocoles établis, visant à garantir la sécurité des appareils, des équipages et des populations, tout en préservant les prérogatives souveraines des États concernés. L'analyse met également en lumière le rôle central des technologies de surveillance aérienne. Les systèmes de détection modernes permettent aujourd'hui un suivi précis des trajectoires, une identification rapide des aéronefs et une communication en temps réel entre les différentes autorités compétentes. Ces outils, devenus indispensables, modifient en profondeur les équilibres opérationnels et les modes de gestion des espaces aériens régionaux. Leur maîtrise progressive par les États sahéliens est présentée comme un facteur de crédibilité institutionnelle et de stabilité. Au-delà de l'aspect technique, Franklin Nyamsi insiste sur la dimension diplomatique de ce type de situation. Les relations entre États voisins reposent sur des équilibres subtils, où la communication officielle, les échanges bilatéraux et les mécanismes de concertation jouent un rôle déterminant. Les événements impliquant des aéronefs militaires, en particulier, nécessitent une gestion mesurée et conforme aux usages diplomatiques, afin d'éviter toute escalade verbale ou interprétation excessive. L'analyse s'élargit ensuite à une perspective historique. Franklin Nyamsi rappelle que, pendant de nombreuses années, plusieurs États sahéliens ont exprimé des préoccupations quant à la gestion de leur espace aérien, dans un contexte marqué par une forte présence d'acteurs extérieurs.
Ces expériences passées ont contribué à façonner une conscience accrue des enjeux liés à la souveraineté aérienne et à la nécessité de disposer de capacités nationales et régionales solides. L'évolution actuelle est ainsi présentée comme le prolongement d'un processus de long terme, visant à rééquilibrer les rapports institutionnels et opérationnels. Dans ce cadre, l'AES est décrite comme une tentative de réponse collective aux défis contemporains. La mutualisation des moyens, l'échange d'informations et la coordination des procédures sont autant de leviers permettant d'améliorer l'efficacité globale du dispositif régional. Franklin Nyamsi souligne que cette approche collective s'inscrit dans une logique de responsabilité partagée, où chaque État conserve ses prérogatives tout en contribuant à un objectif commun de stabilité et de prévisibilité. L'analyse évite toute personnalisation excessive des événements. Les déclarations officielles, quelles qu'elles soient, sont replacées dans le registre de la communication diplomatique, souvent contraintes par des impératifs internes et externes. Franklin Nyamsi invite ainsi à une lecture distanciée, attentive aux faits vérifiables et aux cadres institutionnels, plutôt qu'aux formulations ponctuelles susceptibles de varier selon les contextes. Un autre aspect central de cette réflexion concerne la perception internationale des capacités africaines. La maîtrise progressive des outils de surveillance et de gestion de l'espace aérien contribue à renforcer la crédibilité des États sahéliens sur la scène internationale. Elle envoie également un signal aux partenaires et aux observateurs quant à la volonté de ces États de prendre en main leur sécurité et leurs responsabilités souveraines, dans le respect des normes internationales. Franklin Nyamsi insiste sur le fait que ces évolutions ne doivent pas être interprétées comme une fermeture ou une rupture, mais comme une phase de rééquilibrage. La coopération internationale demeure essentielle, notamment dans les domaines technologiques, de la formation et de l'échange d'expertise. Toutefois, cette coopération gagne à s'inscrire dans des partenariats plus équilibrés, fondés sur le respect mutuel et la reconnaissance des priorités africaines. La réflexion se conclut sur une perspective constructive pour l'Afrique de l'Ouest. Les défis liés à la gestion de l'espace aérien, à la souveraineté et à la coopération régionale sont complexes, mais ils offrent également des opportunités de renforcement institutionnel et de dialogue. En développant des cadres collectifs, en investissant dans la formation et en privilégiant la concertation, les États de la région peuvent consolider leur stabilité et leur crédibilité. Dans un monde marqué par des interdépendances croissantes, la capacité à gérer sereinement ce type de situation constitue un indicateur de maturité institutionnelle. L'Afrique, riche de son histoire et de ses expériences, dispose des ressources humaines et intellectuelles nécessaires pour relever ces défis. Comme le rappelle un proverbe africain, « Seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin », une invitation à privilégier la coopération, la patience et la vision à long terme.